Nous sommes un cheminement. Je reçois aujourd'hui, dans cette escale de Jeanne, celui qui a écrit ces mots. Gérard Netter. Gérard Netter, bonjour. Bonjour Jeanne. Vous êtes enseignant, docteur en sciences de l'éducation, vous êtes peintre, vous écrivez, vous vous intéressez, je crois, à la philosophie, vous avez un diplôme de psychologie aussi. Je vous laisse décliner vos diplômes, c'est peut-être mieux. Oui, je suis docteur en psychologie de l'éducation, en fait. C'est au psychologue que je voudrais m'adresser aujourd'hui. Oui. Mais pas seulement, c'est aussi à l'écrivain, au peintre et à l'éducateur spécialisé. Nous vivons un monde nouveau depuis la pandémie, un monde explosé en quelque sorte. Et nous avons certainement tous changé. Qui êtes-vous depuis le virus Covid, Gérard Netter? J'ai continué mon cheminement. La question de qui je suis est toujours complexe parce que on évolue à chaque fois. L'identité, quand on la définit, on a l'impression qu'on la fige. Or, l'identité est tout sauf figée et elle se nourrit des événements que l'on rencontre et des personnes que l'on croise et de ce qu'on apprend, des leçons de la vie que l'on tire. Et ça nous transforme. Alors, qui je suis depuis la dernière fois, effectivement, il y a cette pandémie qui est arrivée. Ça nous a replacés en face de certaines options que l'on pensait lointaines. La présence de la mort on se pose des questions sur les relations aux autres, puisque ça crée une rupture dans la relation sociale. Et ça entraîne aussi à la fois une méfiance envers l'autre, mais on y reviendra certainement dans le... Mais vous, est-ce que ce confinement, sans que ce soit vraiment maintenant un confinement réel, quelque part, on s'est tous un peu mis comme dans une sorte de bulle? Oui, on s'est mis dans une sorte de bulle. En tant qu'écrivain, l'écrivain, il se met lui-même déjà dans une sorte de bulle au bout d'un moment. Le peintre aussi. C'est-à-dire que là, c'était intensif, et surtout, ce qui manque, c'est ces allers-retours entre le social et l'isolement. Oui. Voilà. En fait, on arrive à s'occuper. Je ne peux pas me plaindre, voilà, parce que je ne suis pas isolé dans un petit appartement. Mais vous avez changé? Vous sentez que vous avez des réflexes qui ont changé? Certainement, oui, j'ai changé. Je ne peux peut-être pas encore définir très bien la nature de ce changement. Et de par votre métier, vous pensez que nous avons tous certainement changé. Qui sommes-nous aujourd'hui? Alors... Des errants? Errant, j'ai toujours pensé être errant. Donc ça vous plaît, ça? Donc ça ne me déplaît pas. C'est l'identité qui bouge. C'est l'identité qui bouge, il faut bouger. Oui. D'ailleurs, pour apprendre, il faut bouger. Il faut sortir de ce confort qui est l'habitude, qui est le familier, pour aller se confronter à l'étrange et à l'étrangeté. Donc, et c'est là que l'on apprend, et c'est là que l'on s'enrichit. Et l'étrangeté, c'est l'autre aussi. Oui. Voilà. Donc c'est comment ça se joue tout cela. Voilà. Je pense qu'un élément nouveau qui est apparu et qui me frappe quand je vois la réaction des gens d'ailleurs. C'est plus quand je vois la réaction des gens. Oui. C'est qu'on vit avec l'incertitude, on vit avec l'incertain. Mais ça fait partie de la vie. Oui. C'est réapparu au devant de la scène avec ce Covid. C'est réapparu et en fait, moi, là, comme ça, me revient une phrase d'un poète israélien qui s'appelle Yehuda Amichai et qui est celui-ci. À l'endroit où nous sommes sûrs d'avoir raison, aucune fleur ne poussera au printemps. C'est joli. Voilà. Et ce qui fait que, comme on n'est pas sûr de ce qui va surgir, il faut s'adapter continuellement à ce qu'on découvre. Donc il faut vouloir renoncer à tout maîtriser et accepter l'incertitude. Voilà. Tout maîtriser, c'est un désir de l'homme qui s'appelle le désir de toute puissance. Oui, enfin, c'est surtout un désir qui est impossible, qui est interdit à l'homme.
Et en fait, l'homme balance entre ce désir d'être tout et cette peur de n'être rien, oui. En fait. Oui. Et il est dans cette espèce d'entre-deux qui l'angoisse. Alors peut-être que cette pandémie a réactivé les angoisses, en tout cas les a rendues plus conscientes. Mais elles étaient là. C'est toujours en toile de fond. C'est ce que j'appelle le tragique de la vie. Oui. J'ai l'impression justement que nous vivons une forme de dramaturgie qui au fond était là, mais qui a été un peu amplifiée. Parce que je vois un peu la violence verbale qui s'est installée dans notre société. Pas seulement au niveau des réseaux sociaux, au niveau, je dirais, de la vie de tous les jours seulement, mais au niveau même de personnes, que ce soit des politiques, des scientifiques, enfin, toute personne qui a un pouvoir a envie de débarquer sur ce territoire incertain et de prendre possession. Il y a des harangues, ce ne sont plus des discours qu'on nous dit, même les discours simples. Je ne parle pas spécialement de quelqu'un, n'est-ce pas? Mais on a l'impression qu'on harangue des foules, oui. Et c'est dangereux, je pense. C'est très dangereux. Alors, quand on vit dans un monde d'incertitude, quand on le redécouvre, le monde d'incertitude, ça veut dire que la vérité est relative. Oui. La vérité est à construire continuellement et ce n'est pas une vérité absolue. Donc ça nous fait apparaître cette incertitude que l'absolu auquel on rêve, puisque c'est le désir de toute puissance, oui. L'absolu auquel on rêve, c'est complètement illusoire. Et là, ça déclenche, c'est une angoisse, hein, on a peur de n'être plus rien, de ne plus rien savoir, c'est la peur d'être mené par le vent, d'être une plume voyageuse et à la merci du vent. Oui. Et là, je dirais que là, toutes les rumeurs, on établit sa vérité en toute certitude, justement, en défense. Et il ne faut pas oublier que le désir de toute puissance, c'est l'annihilation de l'autre. Oui. Parce que celui qui met en question ma toute puissance, c'est celui qu'il faut détruire. C'est celui qui m'oblige à m'arrêter au feu rouge, parce que si je ne m'arrête pas au feu rouge, donc il y a un interdit qu'il faut. Il m'oblige à avoir des interdits, il m'oblige à sortir de mon égocentrisme, et il me renvoie à une faille narcissique, à une blessure profonde qui est celle de ne pas être tout puissant. Oui. Voilà. Donc le lâcher prise, c'est surtout comprendre qu'on ne peut pas être tout puissant, renoncer à cette toute puissance, renoncer donc à tout savoir, accepter qu'il y a une part de non-savoir dans ce que je crois savoir, dans ce que je sais. C'est pour ça d'ailleurs que ça bouge tout le temps, mon savoir. Il n'est pas établi une fois pour toutes. Et voilà, enfin, c'est un peu tout ça. L'enfance, les enfants adoptés en particulier, l'abandon, ce sont vos terres de soins. Vous y accueillez des souffrances. Pensez-vous que nous souffrons d'abandon aujourd'hui? Et quel genre d'abandon? Alors, effectivement, le problème de l'enfant adopté, c'est effectivement l'abandon, en tout cas ce qui est vécu comme un abandon. Et puis ce secret, c'est-à-dire cette histoire qui est coupée et qui renaît ailleurs, cette espèce de greffe. Là. Voilà, ça c'est le problème de l'enfant adopté qui l'a réglé d'une manière particulière. Mais là, en ce qui concerne l'abandon, je voudrais juste dire que l'abandon, ça nous fait penser, c'est une angoisse très archaïque que l'on retrouve entre le petit bébé et la mère, lorsque la mère s'échappe, lorsque le petit bébé, tout d'un coup, ne la voit pas et il a faim et il pleure. Winnicott parle d'une angoisse inimaginable. Cette angoisse inimaginable, elle se rejoue à chaque fois que l'on a une rupture, que l'on a l'impression que l'on a cru en quelque chose et que tout d'un coup on ne croit plus en rien. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose... Ce sentiment est toujours là. Ce sentiment est toujours là, il s'écroule, etc. Quand on a été suffisamment porté et pas abandonné, qu'on n'a pas été obligé, par exemple, enfant, d'aller dans un hôpital et d'être coupé de sa maman. Oui. Là, il y a des situations d'abandon qui sont vécues comme très douloureuses.
il y a une forme d'abandon qui est surmontable. Une forme d'abandon, d'angoisse, d'abandon qui peut être surmontable parce qu'on sait qu'on a créé des liens affectifs, des liens d'amour et que tout ne disparaît pas en même temps. Mais lorsque ce n'est pas le cas, lorsque l'on a cette fragilité, alors on retrouve toutes les angoisses archaïques et là on peut devenir complètement fou. Enfin, je veux dire, ça peut rendre complètement fou. C'est une fragilité terrible. C'est une fragilité terrible, oui. Nous sommes rentrés dans la terrible période de la pandémie à réplique. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler que de ça. Et cette pandémie à réplique, qu'est-ce qui nous a abandonnés et qui nous manque tant? Je vais vous donner comme ça des mots. L'enchantement, la sécurité, la certitude, l'ordinaire, parce que l'ordinaire aussi c'est un confort, la vie, la croyance en quelque chose de linéaire. Qu'est-ce qui nous a surtout abandonnés? Alors, je pense que les gens qui étaient je pense que on n'est pas abandonné si on a cet élan vital et cette force qui est ce que s'appelle du domaine de la poésie et qui est l'émerveillement, qui est l'amour, l'émerveillement, tout cela. Ça peut rester. Ça reste à travers les... Ça fait partie des racines profondes. Ça fait partie des racines profondes. Après, l'incertain, selon la profession de chacun, selon la vie de chacun, selon la culture de chacun, on est plus ou moins habitué à vivre avec l'incertain. Comme je travaillais beaucoup avec des enfants qui avaient du mal à apprendre. J'ai travaillé sur la peur d'apprendre. Et dans la peur d'apprendre, il y a la peur du temps, ce qu'on appelle du temps de réflexion. C'est-à-dire se mettre en suspens et réfléchir. Et réfléchir parce qu'on n'est pas certain de ce qui va surgir. Et donc là, l'incertain, ça se travaille. La confrontation à l'incertain, ça se travaille. Il y a une très belle phrase de Michel Serres, dans un livre qui s'appelle Le tiers instruit, où il parle de l'apprentissage. Et il dit apprendre, c'est quitter une rive, quitter la rive familière, la rive où l'on a nos appuis familiers, et puis essayer de nager pour aller vers l'autre rive. Mais on sait qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver vers l'autre rive. On est obligé de croire ce que les autres nous disent qu'il faut aller chercher. On ne sait pas ce qu'on va trouver. On arrive au milieu de la rive, on n'a plus pied. Donc on est déjà une angoisse. Il y a une angoisse. Et puis on va essayer et il va falloir, on est seul dans ce trajet parce que le pédagogue il regarde de loin, où il est un peu, il faut qu'il trouve la bonne place d'ailleurs, il faut qu'il trouve la bonne distance. J'ai travaillé beaucoup sur ce terme, sur la bonne distance. Sur la bonne distance. Et quand il arrive de l'autre côté, il ne sait pas si les gens qui l'aimaient derrière, avant, vont le reconnaître, parce que apprendre, c'est se transformer. Comme Ulysse. Comme Ulysse. Apprendre, c'est se transformer. Tu parles d'Ulysse, je pense que pour faire face à tout cela, les contes, les mythes, les légendes, c'est extrêmement important. Et je me suis rendu compte, en travaillant avec des enfants, que c'était extrêmement important parce que ça permet de mettre des mots sur des angoisses intérieures qui sont chaotiques. Et on colmate le fracas. On colmate le fracas et on peut réinvestir la pensée. Parce qu'autrement, on est angoissé, on est agité par ce fracas et on en voit tout promener. Donc pour vous, c'est un tout dont nous avons besoin. Il y a des choses qui sont en nous, de toute façon, selon notre environnement. Il y a des choses qui sont en nous. Ce virus, ça révèle des fragilités qui sont en nous, qui sommeillées, qui sont certainement plus à vivre, et qui sont plus à vivre chez certaines personnes que chez d'autres. Voilà. Il y a une inégalité devant le virus. Pas seulement devant... il y a une inégalité devant l'attitude à avoir face au virus.
Mais je crois qu'il y a aussi comme nous sommes dans une stratégie de l'attention. Quand je dis stratégie, c'est à tout niveau. Hein. Je crois qu'on nous raconte, il y a des joies quand même, il y a des petites choses qui sont heureuses. Et peut-être ce que vous appelez cette poésie intérieure qui nous manque un peu, peut-être. Oui, alors la poésie intérieure, il y a quelqu'un qui en parle très très bien, c'est Edgar Morin. Oui. Hein, c'est Edgar Morin dans un petit fascicule qui s'appelle Amour, sagesse et Amour, poésie et sagesse, je crois. Il en parle admirablement bien. Les mots, là, on parle de manière rationnelle avec ce que les Grecs appelaient le logos. Oui. Mais en réalité, il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer, passer par le logos, qui échappent au logos. Les Grecs ont parlé du mythos, oui. C'est-à-dire du mythe. C'est-à-dire, en fait, on arrive, en transposant, en racontant des histoires, à parler de ce dont on ne peut pas parler dans le réel. C'est l'importance de se raconter des histoires. D'ailleurs, Bouransky, oui. qui est mort il n'y a pas longtemps, oui. On en a parlé, son travail tournait autour de oui. l'histoire, la mémoire, l'oubli, la trace. Et en fait, c'est pour parler de cela, je sais plus, pourquoi ça m'a, je sais plus, il faudrait me rappeler de ce que je disais avant. Parce qu'on parlait des mythes, on parlait de l'importance du mythe. L'importance du mythe. Oui. Pour parler de la mort, par exemple, oui. Parler de la mort, en fait, on ne peut pas parler de la mort, on parle de la vie. On ne peut pas parler de la mort, puisque c'est une énigme, la mort. On n'en sait rien, ce qui se passe après. En revanche, autour de la mort, et ce dont on se souvient, c'est de la vie. Et comme évidemment, la mémoire, c'est le choix conscient ou inconscient de ce qu'on oublie et de ce qu'on retient, puisqu'on ne peut pas tout retenir, il reste des traces de ce qu'on a été, mais c'est toujours reconstruit, c'est toujours une histoire, on ne peut que raconter. Et ça passe de génération en génération, mais à travers ce qu'il reste de ce que l'on a été. C'est-à-dire que, par exemple, moi, si j'ai connu quelqu'un, je vais en parler à mes enfants, ou en tout cas, je vais être avec mes enfants, et je serai un peu modifié par la personne que j'ai connue. Et c'est cette modification-là que mes enfants reprendront, et ça se transmet de génération en génération. Oui. Mais c'est le récit qui compte, c'est ce qu'on en dit. Oui. D'ailleurs, je reviens à la mythologie. Il y a peut-être aussi dans la mythologie, ils étaient immortels, les dieux étaient immortels, mais peut-être que nous avons aussi cette envie d'immortalité. Alors, je vais répondre par un mythe. Oui. Et c'est le mythe de la Genèse. Oui. Et donc Dieu dit à Adam et à Ève de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance. Évidemment, cet interdit suscite un désir. Cet interdit suscite un désir, et on va y toucher à l'arbre de la connaissance. Et on va y toucher, pourquoi on va y toucher? Et alors, le serpent est là, et il explique très très bien. Il dit, en fait, Dieu, tu peux très bien y goûter. Dieu, il se réserve les fruits pour lui. C'est-à-dire qu'en fait, il veut garder la toute-puissance, parce qu'il ne veut pas que toi, tu sois Dieu. Parce que Dieu, il est à la fois tout, et il est éternel. Donc, on revient au désir de toute-puissance dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, il transgresse quand même. Il transgresse, et cette transgression est une initiation, c'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'on ne reste qu'un homme. On voit qu'on est condamné à n'être qu'un homme. Oui. Et la grande blessure dont on parlait tout à l'heure sur le certain, l'incertain, etc., c'est ça. Oui. C'est-à-dire, c'est qu'on est... C'est la condition humaine. C'est la condition humaine. C'est les limites de la raison, les limites du savoir humain, les limites... Et ce qui pose le problème inquiétant de l'évolution du progrès, de l'intelligence artificielle, etc., où en fait, justement, on cherche à prolonger la vie, on cherche l'homme augmenté. L'homme augmenté. Et ça, c'est un peu impressionnant. Et si on lit les mythes, moi je parle de mythes, si on lit les mythes, on s'aperçoit que, par exemple, le livre
des savoirs des dieux, c'est l'Apocalypse. Oui. C'est-à-dire savoir ce que Dieu sait, connaître, être dans le secret des dieux, ça provoque l'Apocalypse. C'est le mythe. C'est-à-dire à la fois, je le prends comme cela, hein, je le prends comme le mythe comme un récit du chaos intérieur des hommes, Oui. qu'on a essayé de mettre en ordre, voilà, et qui nous permettent de comprendre un peu mieux ce qui se passe en nous. Voilà. Le bon aimer est-il compatible avec l'incertitude de ces jours et avec cette condition humaine presque désintégrée? Parce que aimer est un mot qui est très beau. Aimer, ça ne peut se conjuguer qu'avec de l'incertain, Oui. et qu'avec du tragique derrière. Du tragique parce que aimer, c'est risquer d'être abandonné. Aimer, c'est... C'est être adopté et abandonné les deux. Non, mais aimer, c'est se rendre addict Oui. à quelqu'un. Oui. Et là, il y a du tragique aussi. C'est-à-dire qu'il y a en arrière-plan quelque chose de tragique. Alors c'est génial, c'est fantastique d'aimer. C'est ce qu'il faut faire. Edgar Morin, encore lui, a dit « Aimer, c'est le risque à prendre. » Mais c'est un risque. C'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr d'aimer. On n'est jamais sûr que ce soit le bon choix, que ce soit... voilà. Ce qu'on sait, parce que la vie nous apprend, c'est qu'il n'y a pas d'absolu. Et qu'il y a un côté un peu fou dans l'amour. Il y a l'amour fou. Il y a une espèce de folie. Sans cette folie, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Voilà. C'est-à-dire que la vraie sagesse, c'est d'être suffisamment fou pour aimer. Pour aimer, dans l'incertitude, évidemment. Mais c'est risqué, l'incertitude, forcément. Nous sommes en surréaction de ce demain que nous n'arrivons plus à contrôler. Contrôler est un mot qui nous a été tellement dit, surtout dans nos sociétés entre guillemets actuelles, industrielles ou autres. On nous a promené avec ce mot. Contrôle de soi, contrôler sa vie, contrôler son avenir, que sais-je. Pourquoi contrôler est si nécessaire inconsciemment? Vous en avez parlé tout à l'heure. Mais je la pose la question encore. Est-ce une dernière douane avant la mort, donc l'incontrôlable? Alors j'ai envie, là, quand je t'écoute parler du contrôle, j'ai envie d'employer un autre mot. Donc je déplace un peu. J'emploie un autre mot. Et cet autre mot, c'est contenir. 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 Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on est soumis à des forces contradictoires, des forces un peu folles, des forces un peu... des pulsions. Et on est dans une société où on manque de contenants. Oui. De contenants. Je veux dire par là que je ne peux discuter avec quelqu'un, je peux débattre sans me battre avec quelqu'un, qu'à la seule condition, c'est que je le reconnaisse dans sa différence. Voilà. Si je ne contiens pas cette espèce de volonté de vouloir faire de l'autre un autre moi-même, oui. Je ne discute pas, je soliloque et lui se tait. Et à partir de là, à partir du moment où l'autre ne m'intéresse pas, alors l'intérêt de l'autre, il y avait un très beau mot qui me plaisait beaucoup qu'employait Winnicott, c'est la sollicitude. Oui. Il faut pouvoir comprendre que l'autre, dans sa différence, semblable et différent, l'autre, il m'aide à être ce que je suis. Il m'aide à être ce que je suis. Il m'altère, il me transforme. C'est ma vie augmentée aussi. C'est ma vie augmentée. Sans l'autre, je suis quelqu'un je vis dans une autosuffisance morbide. Je tourne à vide. Morbide, voilà. Quelque chose de morbide qui tourne à vide. Vos personnages ne veulent jamais revenir trop vite dans le réel, parce que je rappelle que vous êtes aussi écrivain. Et ils tentent des prolongations dans une sorte de choix qu'ils font pour la prolongation. Parfois c'est un rideau. Vous avez un livre, je crois, le rideau jaune, derrière le rideau jaune, où il y a quelqu'un qui se cache. Qu'est-ce qu'un rideau, Gérard? À part que c'est un tissu, bien sûr. C'est beau un tissu. Le rideau sépare
une scène d'une autre scène. Oui. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe devant la scène et ce qui se passe derrière, toujours. Mes personnages, ils sont pris entre... J'explore beaucoup, il y a des thèmes que j'explore beaucoup dans mes romans. C'est l'identité, le secret, la relation à l'autre. L'altérité. L'altérité. Et puis il y en a d'autres, mais le secret, c'est comment je ne peux pas me donner à voir d'emblée. Le secret a un rapport avec ce que j'appellerais aussi le silence. Le silence, dans le roman que j'ai écrit, là, qui va bientôt sortir, le héros du roman est un professeur d'université, spécialiste de Rabelais, et il commence sa première leçon de littérature sur le silence. Le silence, on a tous connu ça, quand on a beaucoup d'émotions, on a besoin du silence. Oui. Et quand quelqu'un vient nous parler trop tôt, c'est une agression. Oui. Parce que ce dont il est question, c'est qu'on a été touché dans notre silence. Le silence de l'auteur nous a touchés. C'est valable pour la musique, c'est valable pour la poésie. Et ce silence-là, c'est quelque chose de secret qui nous appartient. C'est quelque chose de sacré aussi. Et c'est dans ce silence-là que se crée le roman, l'histoire, etc. C'est-à-dire que c'est... pourquoi j'arrive à parler du silence, je ne sais plus, mais c'est un lieu... C'est un lieu d'intimité. Et si il y a un mot dont je pourrais parler qui serait la pudeur, c'est pas seulement la nudité, la nudité on s'en fiche, c'est pas ça. C'est ce silence-là. Oui. C'est-à-dire, je ne vais pas tout dire de moi. Je ne peux pas tout dire de moi. D'abord, je ne peux pas moi-même tout dire, tout savoir de ce que je suis, parce que j'ai une part inconsciente et c'est pas pour rien. Mais en même temps, dans la relation à l'autre, je ne peux pas tout dire. Il y a des choses que je ne dis pas, mais qui sont perceptibles par le silence. En fait, il y a des choses qui peuvent passer dans le silence. Voilà, il y a beaucoup de choses qui passent dans le silence. Je pense que, par exemple, le livre de Pierrette, quand elle parle de son père... Pierrette Epstein. Pierrette Epstein. Elle entend des choses dans le silence de son père. Elle reproduit le silence. Elle reproduit le silence. Et quelque chose comme ça. Je crois que c'est Prévert qui avait dit la poésie, c'est quand le silence nous parle. Oui. Quelque chose comme ça. Oui. Voilà. Et donc c'est très important, ce silence-là, j'allais dire, c'est le souffle. Le silence, c'est le souffle, et le souffle, c'est l'esprit, et l'esprit, c'est la spiritualité. C'est le spirituel. Donc c'est ce silence-là, il est extrêmement pour moi important, et c'est de ce silence-là que j'aimerais pouvoir parler lorsque j'écris. Et mes personnages, ils sont souvent dans cet entre-deux-là, qui est entre le savoir et le non-savoir, entre l'illusion et la lucidité, entre le rêve et le réel, parce que dans cet entre-deux-là, il y a du silence, et c'est comme cela qu'on peut exprimer, à mon avis, le mieux ce qu'il y a à l'intérieur, ce que j'ai à l'intérieur de moi. Je peux exprimer. Et votre distance par rapport à l'écriture de ce silence, elle se trouve où ? Alors, la distance, ça se trouve parce qu'à travers des personnages, en fait, c'est ce qu'on appelle en psychologie une sublimation. Oui. C'est-à-dire qu'un déplacement. C'est-à-dire qu'au lieu de parler de soi, je vais parler d'un personnage. Et je vais me mettre dans les personnages. C'est complètement jouissif, c'est complètement ludique. C'est-à-dire qu'en fait... ça me fait penser au paradoxe des comédiens. Hein. Je joue un rôle qui n'est pas moi, mais en le jouant, je suis moi. Rôle, voilà. Je suis moi. C'est-à-dire que je le joue en me révélant tel que je suis. Vous avez, je crois, vous faites partie d'une commission de recherche, je ne sais pas trop comment vous nous direz, qui s'appelle Identité, Altérité, Interculturalité. Oui. Alors, c'est un groupe de réflexion, de formation continue et de recherche. Formation continue et de recherche, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu avec des amis, notamment un grand ami
il s'appelle Jean-Noël Mabiala, on s'est aperçu qu'il manquait, qu'on n'apprenait pas à entrer en relation avec l'autre dans sa différence de culture, mais pas seulement dans sa différence de culture. Ça peut être le handicap, ça peut être la différence. Il y a une différence de toute façon, entre deux êtres, il y a toujours une différence. Et donc, rentrer en contact, il nous a semblé que ça pouvait être intéressant de créer un centre de formation autour de cela, avec des psychologues, mais pas seulement, avec des anthropologues, avec des sociologues, avec des gens qui avaient des ingénieurs, qui avaient une pratique du travail avec d'autres civilisations, donc qui racontaient leur expérience. Et ça nous a semblé intéressant de travailler sur ce point-là. Et d'ailleurs, on a démarré cela juste avant le Covid. Oui. On est tombé dans le Covid. Mais on a quand même fait des formations en visio. Oui. Et le public qui s'est présenté, parce qu'en fait, ça s'adresse c'est ouvert, hein, ça s'adresse à beaucoup de gens. Là, le public, c'était des élèves, des apprentis ingénieurs, oui, qui ne pouvaient plus aller à l'étranger. Oui. Et donc, leur formateur leur proposait une formation sur cela, sur ce rapport. Vous leur faisiez passer des frontières. On leur faisait passer les frontières à travers. Surtout, moi, j'intervenais, c'était surtout une réflexion sur ce qui se passe quand on oui, est avec l'autre, d'où viennent cet élan, soit complètement attiré, soit d'attirance, le dépaysement, puis petit à petit le rejet, ou le repli sur soi, dans un entre-soi qui soit protégé de la culture de l'autre. Oui. Et donc on travaillait là-dessus, et beaucoup d'étudiants ingénieurs étaient très, très contents d'avoir une formation comme cela. Ils n'étaient pas habitués, visiblement, à un discours philosophique, psychologique, etc. Et on a eu des très bons retours. Et donc ça continue. Alors je suis donc un intervenant et je fais partie du comité pédagogique et scientifique. Et on avait l'ambition de publier des recherches, oui, autour de cela. Voilà le projet qui est tout neuf en fait. Qui est tout neuf. Donc vous faites une forme d'expatriation, entre guillemets, dans les métiers à l'étranger. C'est une forme, voilà, oui, ça a remplacé, alors ça, évidemment, les étudiants auraient préféré aller à l'étranger, tout le monde aurait préféré aller à l'étranger. Corporation et tout ça. Corporation, on aurait préféré des formations en direct, c'était en visio, mais bon. Gérard Netter, vous citez Lévinas, vous aimez Lévinas. Oui. Et vous dites cette phrase, dans chaque mot se trouve un oiseau, aux ailes repliées, qui attend le souffle du lecteur. Croyez-vous toujours en ce souffle du lecteur, et cet oiseau peut-il déplier ses ailes dans tant d'écrits aujourd'hui? Alors c'est amusant parce que, oui, cette phrase me plaît beaucoup parce que ça veut dire que le lecteur a un travail à faire d'interprétation, oui, du texte. Et que en fait, en interprétant le texte, en faisant ce travail, il fait vivre les mots. Il les fait vivre. Il les fait vivre, pas forcément comme l'auteur aurait voulu qu'ils vivent. Il se les approprie. Il se les approprie. Mais c'est le problème de la traduction, etc. Et j'aime beaucoup cette idée de souffle, puisqu'on reprend le terme, c'est l'esprit, le souffle. Oui, c'est l'esprit. Et je raconte très brièvement une expérience. J'ai eu la chance de voir un de mes romans transformé en pièce de théâtre, et représenté. Et puis j'ai eu la chance de voir mes poèmes tout d'un coup mis sur scène et joués. Évidemment, dans un premier temps, j'étais très surpris parce que c'était pas tout à fait, il n'y avait pas tout à fait le texte que j'avais mis, quoi. Il n'y avait pas le texte que j'avais mis. Ma pièce de théâtre, elle était devenue burlesque. La pièce de théâtre était devenue burlesque, alors que mon écrit... Il paraît qu'elle a eu beaucoup de succès, celle qui s'est passée à Grésy, je crois, oui, avec Joël Puren. Oui. Il y avait Daniel aussi. Oui, voilà, absolument. Mais c'était du burlesque. Moi, je n'ai pas écrit du burlesque. Ouais. J'avais écrit de l'humour.
très important. Il y a de l'humour. Mais j'avais écrit quelque chose de l'ordre du tragique, de l'homme confronté à cette incertitude, à cette angoisse, à ces désirs qui rencontrent des interdits, à cette blessure narcissique dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'homme avec sa condition humaine dans une vie compliquée. Et là, ça c'est devenu du burlesque. C'est jouissif. C'est jouissif, c'est jouissif. Et je me suis dit, là, cette phrase-là, elle a du sens. Et pour les poésies, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a des poèmes que... Alors, ils avaient fait une mise en scène intéressante parce que les poèmes s'enchaînaient comme s'ils étaient... C'était un spectacle entier. Oui, c'était comme un spectacle de rue, en quelque sorte. Comme un spectacle de rue. Les spectacles vivants. C'était pas seulement des poèmes qui étaient dits comme cela. Ils s'enchaînaient dans une mise en scène et ils se suivaient. Moi, je les avais jamais pensé pour cette suite-là. Donc, ça m'a... Et du coup, cette phrase de Lévinas prend tout son sens, là. Parce que effectivement, mon texte est vivant, mais il n'est pas tout à fait celui que j'ai mis. Mais c'est ça. Il y a eu le souffle. C'est ça, le souffle. Voilà. Je ne vais pas revenir, je vais vous poser une phrase, mais on en a déjà parlé. Vous avez travaillé sur le syndrome de l'inadapté. Et en chacun de nous, il y a quelqu'un qui est adapté, et en même temps, il y a la part secrète, inadaptée. Jusqu'où peut-on supporter sa part d'inadapté? On peut la supporter une vie entière, parfois. Alors, être inadapté, je vais le définir comme ça, c'est sentir une différence. On va définir l'adaptation, c'est plus simple. On va définir l'adaptation. S'adapter, c'est prendre des informations sur soi, prendre des informations sur le monde extérieur, et se modifier soi ou modifier l'extérieur pour rentrer dans une espèce d'harmonie et vivre en harmonie. Là, on est adapté. Être inadapté, c'est ne pas réussir, c'est être à côté. Alors, il y a des inadaptations qui relèvent de la pathologie, d'un syndrome, mais beaucoup d'inadaptations, c'est surtout, on est un peu effrayé par quelque chose, on veut pas rentrer dans un moule, on veut pas, etc. Par exemple, en fait, et peut-être que ça pose la question de la singularité radicale du sujet. Oui. C'est-à-dire, en fait, comment j'assume, je vis ma singularité radicale, étant donné que si je suis radicalement singulier, je ne peux pas... si je suis radicalement singulier, je risque de ne pas être aimé, ou je risque d'être rejeté par les autres. Oui. Si je suis comme tout le monde, ben je perdre. Je n'existe pas. Oui. Je n'existe pas. Et donc, comment je peux me trouver ma place dans cet entre-deux, justement, encore l'entre-deux? Je crois que l'entre-deux est très créatif. C'est ce qui permet la création. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, vous avez répondu. Gérard, vous avez des projets? Un livre, je crois, en cours? J'ai un livre en cours, voilà. Oui, j'ai un livre en cours. J'en dis deux mots. Oui, bien sûr. Je reprends l'idée du Covid-19, oui. Donc de la pandémie. Je le transforme en rhinocérite. Oui. Je le transforme en rhinocérite 19, c'est-à-dire que je reprends la pièce de Ionesco, oui. Rhinocéros, où tout le monde devient rhinocéros, et donc il y a une société qui se modifie, qui devient de plus en plus, les gens deviennent de plus en plus des rhinocéros, et le virus attaque le logos, c'est-à-dire tout ce qui touche la relation, tout ce qui touche la rationalité, et tout d'un coup, on a en face de nous des gens sensés, tout d'un coup, ils virent, et alors le héros c'est un professeur, il est spécialiste de la Renaissance, donc il est spécialiste de la Renaissance et il pense que la Renaissance est un humanisme et que l'humanisme, ça va être une garantie pour comment dire, contenir. Pour contenir justement.
Et donc il fait son cours, et puis petit à petit, il voit les amphis se transformer dans des étudiants complètement hostiles, etc. Et donc il essaye de résister à tout cela. Il se rencontre avec... Et puis il aperçoit aussi... Il aperçoit des livres qui brûlent sur les trottoirs. Alors, et il s'aperçoit qu'ils ne sont pas très nombreux à voir qu'il se passe quelque chose comme ça. Des livres se brûlent sur les trottoirs. Et petit à petit se construit une idée de résistance avec d'autres personnes complètement déjantées, qui viennent d'autres romans. Oui. Et ils essayent de résister. Alors l'un propose de l'humour, l'autre propose, ils ont des tas de solutions pour résister contre ça. C'est un peu un pied de nez à la situation tragique que l'on vit. Voilà. Bien écoutez, on a hâte de le lire, ce livre. J'ai eu envie de prendre quelques... D'habitude, je mets des livres, toujours pour terminer, des photos des ouvrages, ou si quelqu'un, je ne sais pas, est danseur, de ses photos, etc. Mais vous, j'ai envie de mettre vos photos d'hommes. Parce que vous avez vos photos de vous-même, qui sont sur le net d'ailleurs, sur votre page Facebook. Parce que vous avez toujours des photos différentes, bien sûr, et tout change, mais vous avez toujours ce regard un peu mélancolique, quel que soit le temps, l'année, les circonstances. Qu'est-ce qui serait un grand sourire heureux de Gérard Netter? De toute façon, un sourire en face de moi me provoque le sourire. C'est-à-dire que le visage de l'autre, souriant, est un sourire... c'est contagieux? C'est contagieux. C'est contagieux. C'est ça le sourire de Gérard Netter alors? On va dire à tout le monde de sourire. Voilà. C'est très bien. Nous sommes presque à la fin, mais je vais continuer encore. Nous voici à la fin de cette escale, cher Gérard. Nous avons parlé de vents contraires, des embruns, de vertige, du vertige des hommes, du vôtre. Et puis nous allons reprendre votre phrase pour finir. Nous sommes un cheminement. Brièvement, qu'est-ce qu'un cheminement? Qu'est-ce que ça veut dire nous sommes un cheminement? C'est un peu ce que vous disiez sur l'identité au début, qui doit bouger en permanence. Oui. Cheminement, ça veut dire que je ne peux dire qui je suis qu'à la fin du cheminement. Oui. C'est-à-dire que la vie, c'est la marche. Un peu, je reprends le mythe de Sisyphe, là. Je reprends le mythe de Sisyphe, parce qu'il y a de l'absurde dans... Il y a quelque chose de tragique et d'absurde, pour moi, hein, je parle pour moi, dans la vie. Et il faut s'imaginer Sisyphe heureux. Et pour imaginer Sisyphe heureux, il faut imaginer que c'est le cheminement qui compte. C'est pas le but à atteindre, c'est le cheminement. Il arrive ce qui se passe, on termine comme on termine, mais c'est le cheminement le plus important. Je vous avais demandé, pour le mot de la fin, de la dernière fois, vous avez lu un passage. Aujourd'hui, je vous ai demandé de chanter. Vous m'avez dit, je chante pas bien, mais bon. Et puis je vous ai dit, est-ce qu'il y a quelques mots qui vous touchent particulièrement, surtout en cette période? Et vous m'avez dit que ce sont les mots de Rudebeuf. Oui. Et je vais vous laisser dire ces mots, ou les chanter à votre guise. D'accord. C'est un poème de Rudebeuf qui a été chanté par Léo Ferré. Et je vais chanter quelques mots, quelques phrases. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus et tant aimés. Ils ont été trop clairsemés, je crois les vents les a ôtés, l'amour est morte. Voilà, c'est magnifique. J'applaudis. Merci. Merci beaucoup Gérard Netter d'avoir accepté mon invitation pour cette escale de Jeanne. Grand merci vraiment, et merci pour ce moment musical chuchoté, parce que je crois que vous faites des poèmes chuchotés aussi, et votre voix va avec. Et nous allons finir comme à l'habitude avec la musique du générique de Alain Marot. Un grand merci. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie.